Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Élise Goujon, fondatrice et dirigeante de Destination Off-Road. Bonjour Élise. Bonjour Armelle. Alors Élise, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle? Je crois que j'ai été éduquée par mes parents qui n'ont pas arrêté de me dire que tout était possible en fait, à partir du moment où on se donnait les moyens et qu'on travaillait dur. Et c'est vrai que j'ai entendu toute mon enfance et c'est vrai que c'est ancré quoi, c'est vraiment une croyance ancrée. J'ai l'impression qu'on peut pivoter constamment, changer de carrière, en se donnant les moyens évidemment. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait une telle reconversion au milieu de ma carrière et que j'ai créé Destination Off-Road il y a bientôt 12 ans maintenant. Alors justement, avant de créer Destination Off-Road, est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes étapes de ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Oui, bah, c'est assez rapide, hein. J'ai fait une école de commerce généraliste assez classique et en fait, post-école, je suis rentrée dans une start-up qui s'appelle UWD, qui a été fondée par 2 associés, Gabriel Becker et Nicolas Martin, à Paris. C'est une SaaS et donc j'étais chef de projet puis directrice de production et c'est là, en fait, où je me suis occupée des clients américains depuis la filiale, enfin depuis la maison mère à Paris. Ils ont ouvert justement une filiale à New York quelques années après mon entrée chez eux. Et c'est en m'envoyant à New York pour la première fois, moi j'avais jamais mis les pieds à New York de toute ma vie. Et là j'étais pas si jeune, hein, j'avais quand même 25-26 ans, que je suis complètement tombée amoureuse des US par la ville de New York, la première ville que j'ai découverte. Et j'ai fait des pieds et des mains en fait pour être mutée dans la filiale new-yorkaise. Ça a mis une bonne année et demie en raison de papiers administratifs dont je vous passe les détails absolument imbuvables. Mais on est arrivé. Grâce à eux, j'ai été mutée et je suis arrivée avec mon compagnon à New York en 2012. Et alors, une fois que tu as été à New York, comment tu as créé Destination Off-Road et surtout pourquoi? Donc là, New York, moi, ça a été une révélation. J'avais l'impression que tout était possible. Alors, ça te fait toujours un peu cliché quand je raconte ça, le rêve américain, mais j'ai senti vraiment cette énergie que je sens toujours à chaque fois que j'y retourne, cette ébullition. On a l'impression que les gens, voilà, peuvent sortir n'importe quoi de leur chapeau. C'est des débuts des slashers, donc tout le monde a un job alimentaire slash son job de cœur, mais qui te fait absolument pas gagner ta vie. Et déjà à New York, il fallait quand même un peu gagner de l'argent pour se loger. Et là, je me dis: «Mais en fait, mais moi aussi, je peux faire un truc fun et qui correspond à une passion». Et je parle un peu reconversion dans mon entourage. Mon ami et mon papa notamment me glissent un peu: «Mais pourquoi tu fais pas visiter la ville? Tu adores, tu es à fond». Là, je me dis: «Mon Dieu, gros syndrome de l'imposteur. Comment ça? Moi, faire ça?» Et puis en fait, voilà, petit à petit, un peu par hasard, très honnêtement, je m'étais dit: Ça allait être un side project». Je lance New York Off-Road, dont l'idée de départ qui a évidemment évolué, mais l'ADN a pas bougé. C'était vraiment de faire visiter et découvrir les villes différemment et je voulais faire découvrir mon New York à moi. J'avais envie de sortir des sentiers battus, être beaucoup plus dans l'expérientiel, dans la relation, la rencontre, les anecdotes des locaux. Donc ça, c'était 2013, hein, donc 12 ans. Et en fait, la machine s'est emballée et j'ai quitté mon job et je me suis rapidement mise à 100% sur ce projet.
qui maintenant s'est étendu dans 8 villes aux États-Unis. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, justement ce que vous faites, et tout le spectre, de l'offre de, Destination Off-Road? Alors nous, notre parti pris, c'est vraiment de, faire, repenser l'expérience, client, quand on visite une ville. Ça va aller de visites, guidées, à pied, des visites, thématiques, des visites, en vélo, des expériences pour les enfants, type chasse au trésor, des expériences très immersives comme des ateliers street art, des food tours pour, les petits gourmands. Ça dans des villes, hein, donc c'est vraiment une expérience, assez citadine avec des guides qui sont, principalement des expats francophones installés dans les villes, complètement amoureux de leur, ville d'adoption. C'est vraiment l'objectif quand on les recrute. Et récemment, on a aussi, rajouté à notre offre, une application qui permet de découvrir les villes à son rythme, vraiment en toute autonomie, sous forme de parcours audio, en toute liberté, donc avec des guides locaux dans les oreilles. Mon petit podcast, je suis très fan de podcasts, j'adore ce canal et de jeux de pitch, chasse au trésor, enfin toujours des choses aussi un peu ludiques qui participent, je trouve, à la découverte d'une destination. Alors, comme toute entreprise, il y a toujours des galères au début. Quelles sont celles que tu as rencontrées, dans les premières années de développement de Destination Off-Road? Bah, la première galère, principale, enfin l'une des seules, c'est que moi j'ai créé une société dans un pays qui n'est pas le mien, qui est donc les États-Unis. Donc et sachant que je ne l'avais absolument pas fait en France du tout avant. Donc ça, c'était quand même un peu la galère principale, même si j'ai pas un mauvais souvenir et j'ai pas non plus tant galéré pour 2 raisons. La première, c'est qu'aux États-Unis, la création d'une société, très facile. Finalement, on se rend compte que l'administratif est très léger. L'État américain pousse vraiment les gens à se mettre à leur compte, en auto-entrepreneur ou alors à créer des sociétés. Évidemment, hein, ça c'est vraiment le parti pris des États-Unis. Et la deuxième chose, c'est que quand on est expatrié, il y a une forte communauté, en tout cas moi je l'ai ressenti, une forte communauté, de ton pays, d'origine en fait, hein, donc des Français en l'occurrence, voilà, qui t'entraident, qui te donnent des bons plans, des bons contacts. Et en fait, dès que tu actives le réseau, français à l'étranger, tu récupères plein de contacts, plein de conseils. Et il y a de plus en plus aussi de petits clubs un peu, d'entrepreneurs, féminins d'ailleurs ou pas, mais moi j'aime bien le côté entrepreneuriat féminin, donc je suis assez proche de pas mal de réseaux d'entrepreneuriat féminin aux États-Unis, qui pareil, vont se propulser, vont s'entraider. Donc oui, c'était un peu le coup de stress du début, mais au final, ça m'a pas semblé, si compliqué que ça, toute cette partie création, d'entreprise au niveau administratif. Est-ce qu'il y a un moment, soit dans ta vie professionnelle, soit dans ta vie personnelle, où tu t'es dit, «Waouh, là, j'ai vraiment eu de la chance»? Bah, je pense que globalement, j'étais au bon moment, au bon endroit quand même pour ce type de prestations, vraiment des visites expérientielles, des choses hors des sentiers battus, très à la carte, très sur mesure. En fait, c'était pas encore, ça commençait à arriver, on commençait à en parler du tourisme expérientiel. Mais ouais, je sais pas, j'ai eu un flair, donc je pense que c'est un peu de la chance quand même, à ce moment-là, à New York, personne ne faisait ça à l'époque, donc oui, est-ce que c'est de la chance? Je pense qu'on provoque un peu la chance quand même, hein, toujours un peu. Bon, il y a un côté privilégié, on va pas se le cacher, hein, quand on est la chance, c'est pas que la chance, hein, il y a un petit côté aussi où on a un côté privilège de pouvoir justement être aux États-Unis à ce moment-là. Mais oui, oui, je pense que là, j'ai eu un petit coup de chance sur ce concept qui finalement était, pile poil, en train de se développer. Et puis en plus, ça là, 12 ans plus tard, ça nous donne raison parce qu'on pousse encore plus la tendance. Nous, on est de plus en plus dans la rencontre, dans l'expérience, dans l'immersion, encore plus qu'évidemment, il y a 12 ans quand j'ai commencé. Et justement dans ta vie, professionnelle, quelle place tu laisses, aux rencontres fortuites, à d'éventuelles synchronicités, ou à ton intuition? Une énorme place. Il y a une expression en anglais qui dit, «Follow your guts». Donc c'est vraiment, suis tes tripes, je pense, en français, enfin, suis ton intuition. Et c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup, beaucoup à l'affect, un peu trop. Je pense qu'il y a un côté, je me rends compte en discutant avec d'autres entrepreneurs, c'est que
moi, c'est mon bébé, en fait. C'est mon premier enfant. C'est mon premier enfant et parfois, il y a un côté un peu trop affect, là-dedans, et pas assez business, je pense, mais c'est pas grave, on j'y travaille, on évolue. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un côté, moi, passion, qui m'anime et du coup, de ce fait, évidemment que je pense avec un côté entrepreneurial, mais les rencontres, les opportunités vont faire aussi, les développements un peu externes et les nouveaux business à ouvrir, les nouvelles villes, les nouveaux projets. Oui, bien sûr et puis c'est quand même aussi un projet, hyper humain puisqu'on travaille avec des humains, avec des guides qui parlent à des gens, donc c'est que des rencontres, donc je travaille beaucoup comme ça et bon, globalement, quand je suis mon intuition, j'ai l'impression que 90 du temps, c'est une bonne chose, donc comme quoi, faut s'écouter aussi, beaucoup, c'est bien. Et à contrario, est-ce que ça t'est arrivé de rater ta chance, ou de faire une grosse erreur? Et surtout avec le recul, qu'est-ce que tu en retiens? Moi, j'ai assez peu de regrets quand même. Globalement, j'ai l'impression que quand il se passe un truc, c'est pour une raison. Les grosses erreurs, moi, qui m'ont marquée, c'est des erreurs de recrutement où derrière, et encore et c'est marrant parce que moi, je trouve que vraiment la partie staffing, donc tout l'humain, c'est à la fois ce qui me fait le plus vibrer, à la fois c'est ce qui m'empêche de dormir la nuit. Donc voilà, c'est très antinomique, quoi. Tu un peu accro à ça et à la fois, c'est ce qui te fait complètement partir en vrille. Et là, du coup, ouais, les erreurs auxquelles je pense, c'est oui, d'avoir fait confiance à des gens qui derrière, te font des coups, où tu dis: «Waouh, OK». Donc il y a des gens qui peuvent faire des choses très malhonnêtes, genre, limite à la limite de l'illégalité et comment tu le gères? Moi, je me suis beaucoup posé la question: «Est-ce que tu passes ton temps à» enfin, pas passe ton temps, mais est-ce que tu prends ta bande passante pour être dans le négatif et peut-être même aussi, faire des procédures, tu vois? Mais ça, mon Dieu, que ça prend de la bande passante et des choses, où tu pourrais, passer du temps sur autre chose, je trouve de plus, positif, en tout cas, aller de l'avant. Donc c'est des erreurs un peu qui te font, ouais, qui te font regretter quelques choix, mais à la fois, c'est de l'humain, donc c'est impossible. Je trouve, enfin, je vois pas comment on peut éviter des erreurs comme ça. Mais c'est vrai que c'est ce genre d'erreur qui m'a marquée, tout au long de ces 10 dernières années. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, «Tiens, là, je suis vraiment au bon endroit, au bon moment»? Oui, beaucoup. Quand j'étais aux US, donc je suis rentrée en France il y a 2 ans et demi et j'ai un peu plus de mal, je me sens un peu désalignée depuis, parce que je suis loin du terrain. Je suis loin du terrain et je suis quelqu'un de terrain, même si j'étais pas évidemment, plus du tout tous les jours, j'avais plein d'autres choses à gérer. Mais oui, oui, aux États-Unis, les dernières années, je me suis vraiment dit: «Mon Dieu, quel rêve, de créer des expériences, de les proposer aux gens qui sont en face de moi, de les voir, réagir, de les voir, apprécier, de les voir, passer, un des meilleurs moments de leurs vacances et te le dire en plus». J'ai trouvé ça hyper gratifiant. Moi, j'ai l'impression de ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'envoyer du rêve. Je trouve que c'est hyper agréable. Donc là, ouais, je me sentais vraiment bien parce que j'avais cette double casquette d'être à la fois sur le terrain et quand même à la fois évidemment dans la stratégie, dans le commercial, enfin dans le développement, dans tout le reste. Et puis c'était épuisant, mais ouais, je me sentais plutôt bien, ouais, c'était très chouette cette période-là. Si tu regardes un peu les débuts de ton aventure, entrepreneuriale, est-ce que tu as eu des coups de bol ou éventuellement des coups de bluff? Est-ce que tu peux nous raconter un peu, quelques anecdotes? Oui, bah, en plus les US, c'est fake it until you make it, c'est quand même le pays, c'est quand même ce pays-là, quoi. C'est le pays de l'adage donc honnêtement, rien de très marquant à part de dire que oui, c'est possible et puis de le créer après. Moi, j'ai rien de si c'est pas des choses un peu techniques, un peu compliquées, tu peux bluffer sur une expérience et ensuite la proposer, la créer, il suffit d'avoir un peu de temps donc c'était surtout ça. Mais oui, oui, des petits bluffs commerciaux, rien de je pense que rien qu'on ne fait pas aussi en France. Est-ce qu'il y a une personne ou, éventuellement un événement qui a un peu changé le cours de ton parcours? Ah oui, oui, il s'appelle le Covid. Ouais. Raconte-nous un peu cet épisode où dans le tourisme, tout s'est arrêté en 1 heure. Oh là là, tout s'est arrêté en 1 heure, mon Dieu, et nous, ça a duré 21 mois, donc les frontières entre les États-Unis et la France ont été fermées pendant 21 mois dans le sens, France-US.
Mais honnêtement, c'était les pires mois de toute ma vie. Alors, surtout le début. Après, c'était quand même un peu, on se résigne, on s'organise, mais les 6 premiers mois, j'ai trouvé ça, mais vraiment, et très, très compliqué. Bah, à l'époque, mon business avait peut-être 8 ans. On faisait un début d'année, mais le best ever. Donc, on était mais dans un mood exceptionnel. On faisait des croissances de dingue. Et tout s'arrête le 13 mars 2020, comme tout le monde dans le tourisme. On n'est pas les seuls, hein. Mais c'est vrai que tu vois tout ce que tu as donné depuis 8 ans commencer à s'étioler, à se faner. Et puis, comme tu as aucune notion de temporalité, c'est ça qui était très dur pour plein de gens, hein, c'est que tu peux pas t'organiser, en fait. Moi, si on m'avait dit 21 mois dès le début, OK, donc tu as un plan, faisons un plan d'action, pas de problème. Tu as tes salariés, donc au bout de 4-5 mois, tout le monde comprend, mais je veux dire, tu dis: «OK, bah, en fait, je peux», après avoir réduit leur salaire, on va s'arrêter. C'est les États-Unis, il y a pas de chômage partiel, donc c'est pas les mêmes conditions. Donc moi, j'ai trouvé ça très, très dur à encaisser. J'avais beaucoup de mal à préparer l'après. Mon mari me disait: «Mais prépare l'après, ça va repartir». Alors oui, évidemment que je savais que ça allait repartir, mais j'étais figée. Je n'arrivais pas à me dire, «Faut que je prépare l'après». Je n'y arrivais pas, quoi. J'avais beau j'essayais de me forcer, je n'y arrivais pas. Je sais pas pourquoi. J'étais complètement freeze. Donc bon, voilà, après voilà, je te passe les détails, je me suis quand même bien occupée, mais c'était vraiment un tournant. Et même si depuis, hein, on est repartis, on a dépassé évidemment les chiffres pré-covid, mais j'ai trouvé que, bah, déjà ça nous a fait mal, quoi, hein, ça nous a fait mal. Mon équipe m'a attendue, donc c'était à la fois très agréable de se dire que les gens ont aussi de l'affect pour ta boîte, même si c'est pas leur société, et finalement ils t'attendent parce qu'ils adorent ce projet, et que forcément il se passe quelque chose. Donc ça, il y avait plein de trucs positifs qui sortent du Covid depuis, mais c'est vrai que ça a été un tournant. Et puis nous, ça a un peu marqué aussi notre retour en France 2 ans après la fin du Covid, pas juste après, mais 2 ans après. Donc ça a été une autre dynamique aussi, post-Covid pour nous, perso, mais aussi pour mon aventure entrepreneuriale, puisque donc moi je suis maintenant en France, donc je gère toute l'équipe de la France, même si ça se passe très, très bien. Ils sont très autonomes, mais c'est vrai que pour moi, c'est un autre challenge aussi à ce niveau-là. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que la malchance s'acharnait, peut-être pendant le Covid ou à une autre occasion? Et surtout, comment en fait tu as géré ces périodes, difficiles? Ah oui, non, mais le Covid, alors que pourtant c'était pas personnellement contre nous, hein, parce que c'était la terre entière, mais j'avais vécu quelques trucs perso, j'ai pas forcément envie de mentionner en détail, mais en début d'année 2020, ouais. Donc je t'avoue que le Covid était pas le premier truc, et pour moi, et je me suis dit: «OK, qu'est-ce que c'est que cette année pourrie?» Donc ouais, ouais, les 6 premiers mois de 2020, au-delà du Covid, un peu un petit cercle noir qui a mis du temps, ouais, ouais, à. Et comment j'ai réussi? Moi, en général, je m'écroule, et puis je rebondis, quoi. Je sais pas si les gens font ça, mais moi, je fais au fond, et puis après je saute, quoi. Et puis surtout, moi, ce qui me fait tenir, quand ça va pas, et là, c'est à ce moment-là, quand ça allait pas niveau perso et pro, ensuite, mais c'est mon équipe. C'est vrai qu'en fait, je me suis dit: «Mais attends, je m'accroche pour eux». Bah, eux, ils ont rien demandé, ils sont dans la même bateau, et en fait, c'est moi le pilote là, hein, c'est moi le skipper, je peux pas sauter, quoi. Je peux pas sauter du bateau là, hein, je vais pas les laisser naviguer, donc ils vont pas y arriver. C'est vrai que le côté un peu chef d'orchestre me donne des ailes en général, c'est ce qui me permet aussi de remonter la pente. Et quand c'est difficile, où est-ce que tu puises ta motivation? Le sport, beaucoup, j'ai un exutoire sportif, énormément de sport, beaucoup, beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien. Globalement, c'est ça, mon addiction. C'est un excellent conseil, aller faire du sport quand ça va mal. Et pour toi, du coup, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Bah, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de savoir s'entourer de personnes qui sont meilleures que toi. Je trouve que c'est assez brillant, ce conseil, et c'est vrai qu'on ne peut pas être bon partout. Quand on est entrepreneur, en général, surtout les débuts, on met un peu la main à la pâte partout. C'est difficile enfin, c'est même impossible pour un cerveau humain de savoir vraiment parfaitement exécuter toutes les tâches, et je trouve que ça, c'est un conseil assez smart, et il faut pas avoir peur de s'entourer des gens qui nous apprennent des choses, et déjà ça fait progresser en plus de ça, et puis ça fait progresser la société, donc c'est bénéfique pour, enfin à tous les niveaux. Et alors à contrario, enfin ou en parallèle, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui attend,
le bon moment ou le coup de chance pour se lancer? Alors ça, il y a pas de bon moment, jamais de bon moment. C'est marrant, c'est quand je trouve que ça me rappelle quand on se posait la question d'avoir un enfant. C'est comme avoir un enfant. Il y a jamais de bon moment. C'est même pas la peine d'attendre parce que ce moment n'arrivera pas, en fait. Donc c'est comme ça aussi, je trouve l'entrepreneuriat, faut se jeter dedans à un moment, il faut y aller. Enfin, en tout cas, pour moi, il y avait pas d'autre option, quoi. J'avais envie d'y aller, j'avais envie de monter mon projet, c'était assez viscéral. Parce que je pense que c'est une passion. Est-ce que c'est le cas pour tous les entrepreneurs? J'en doute. C'est pas du tout un jugement de valeur, hein, mais moi, c'est ce qui m'animait. Donc je pense que voilà, il faut y aller. Moi, je sais que je suis un peu team, pas de regrets. Moi, je suis une fonceuse, donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à y aller et à me prendre des murs et à rebondir, à dire: «Ah, ah, bon attends, je vais peut-être ouvrir la fenêtre, ça a l'air plus facile». Donc c'est un peu mon état d'esprit. Moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je préfère ça à me dire, «J'aurais dû faire ça». Donc c'est vrai que, je pense qu'il y a pas de bon moment et la chance, ça se provoque encore une fois. Oui, oui, on peut se faire aider, on peut provoquer la chance, pas de problème. Il y a plein de manières de le faire. Surtout dans un pays comme la France où on peut être hyper accompagné quand même, pour l'entrepreneuriat. Moi, j'ai pas eu cette chance. Moi, j'ai compté quitter mon job. J'ai fait du babysitting à 28 ans, hein, quand même, soyons très clairs, à New York, hein, le soir. Parce que, bah, en fait, j'avais une petite enveloppe pour, partir de mon ancien job, mais qui me suffisait pas. Donc, là, on a cette chance en France de quand même, avoir, quelques filets de sécurité qui sont quand même, agréables et donc, ouais, je trouve qu'il faut le tenter et il y a pas de bon moment, quoi. Quand on le sent, il faut y aller. Le secteur du tourisme, il a énormément évolué ces 10 dernières années. Comment tu vois notre secteur évoluer pour les 10 prochaines? Oui, c'est passionnant ce qui se passe en ce moment. Je trouve ça, hyper excitant. Moi, j'adore. Bah, déjà le tourisme expérientiel, moi, j'ai vraiment vu évoluer puisque je me suis vraiment infiltrée, aux prémices et je me suis dit: «Mais mon Dieu, je suis complètement dans la tendance et c'est super de progresser avec les envies des gens, des voyageurs, les nouvelles envies en termes de tourisme expérientiel». Je pense que là, on continue, c'est pas on n'a pas terminé, on est encore en train de monter et je trouve que c'est vraiment, le rêve, c'est vraiment un voyage aujourd'hui se pense avec des rencontres et pas avec des checklists de photos Instagram, quoi. Donc ça, je trouve que les gens commencent à vraiment, à prendre conscience de ça. Moi, l'arrivée de l'IA, je trouve ça exceptionnel, je suis trop, trop fan. C'est tellement puissant. On est qu'au début aussi, ça va être, une hyper personnalisation, ça va être, on n'a rien vu, quoi. On n'a rien vu de la Gen, AI, ça va être incroyable donc voilà, je suis assez optimiste. Je pense qu'on va, voyager, mieux, évidemment avec toutes les préoccupations aussi, du développement, durable. On va voyager mieux, on va voyager peut-être toujours loin, mais plus longtemps, moins souvent et ça, c'est très bien. C'est ce qu'on prône, le slow travel. C'est quand même, hyper intéressant et c'est comme ça aussi que j'envisage le voyage. Nous, depuis 12 ans, on prône, les découvertes des villes à pied, quoi, et en vélo. Donc, nous, on prône pas, un circuit dans l'Ouest à 3000 à l'heure. Moi, je vote pour que les gens restent 7 jours à Los Angeles parce qu'il y a trop de trucs à faire et que tu peux visiter, plein de choses et que tu peux passer c'est tellement varié que tu peux passer 7 jours à faire des trucs, hyper différents et sans forcément prendre ta voiture dans certaines villes aux US aussi. Donc, je suis adepte, depuis le début de cette façon de voyager. Donc on voit bien qu'on est en phase avec aussi, avec ce qui se passe dans le monde. Donc ça, ces tendances-là me ravissent. J'ai hâte de voir un peu, ouais, de continuer à voir un peu, ce qui se passe, en termes d'hyper personnalisation. Alors c'est sûr qu'il y a certaines catégories, certaines intermédiations qui vont peut-être être un peu skippées, hein, on va pas se mentir. Mais, je pense que les agents de voyage en l'occurrence, parce qu'on parle d'eux, moi c'est mes clients aussi, hein, donc évidemment, j'y pense beaucoup et je pense qu'ils vont se réinventer. Enfin, il faut qu'ils se réinventent. De toute façon, ils ont pas le choix. Ça va être tellement puissant. Ça, c'est déjà tellement puissant. Je trouve ça génial. Est-ce que tu aurais un livre, à lire, ou une série, un film, un documentaire à regarder, que tu nous recommanderais? Alors moi, je lis beaucoup, mais beaucoup de romans, beaucoup de fiction. C'est pas forcément ça que je vais recommander. Mais alors moi, je suis très podcast. Bah, de par, tout à l'heure, j'ai mentionné, notre application là, Elia avec, les capsules sonores. Moi, je suis très, très podcast. C'est marrant parce que le podcast est arrivé aux États-Unis, quand je suis arrivée aux États-Unis il y a 13, 14 ans. Et je me rappelle du premier podcast que j'écoutais, et que je racontais ça à mes amis en France qui me disaient: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?»
Non, mais vraiment. Mais parce que c'est juste pas arrivé. Et c'était une enquête, d'ailleurs, du New York Times sur un meurtre. C'était génial. Et depuis, évidemment, c'est planétaire. Donc moi, je suis très, très fan d'audio. Donc les podcasts d'entrepreneurs comme le tien, j'écoute évidemment tout ça régulièrement. Mais s'il y en avait un peut-être, justement que j'ai découvert aux États-Unis parce que quand j'y étais, j'écoutais beaucoup de podcasts américains qui s'appelle, How I Built This de Guy Raz, qui est un peu l'équivalent peut-être d'un Génération Do It Yourself, des choses comme ça, un peu comme ça, sur des success stories. Mais alors aux États-Unis, c'est sympa parce que tu as le côté vraiment, je trouve qu'il y a une relation à l'échec aux États-Unis qui est très différente de celle de la France. Et du coup, dans ce genre de podcast, ils parlent à des entrepreneurs, mais qui aujourd'hui ont des success stories incroyables, mais qui te disent que c'est leur 5e boîte et qui te disent qu'ils en ont craché 4 et qui se sont plantés plein de fois. Et en fait, c'est hyper frais d'écouter ça. Tu te dis, ah ouais, ok. En fait, tu voyais que le tip of the iceberg et que tu as l'impression que le mec avait cartonné d'un coup à 30 ans. Mais non. Ça faisait 10 ans qu'il galérait aussi. Donc, je trouve ça assez rafraîchissant. Et j'ai deux épisodes qui m'ont particulièrement marquée. Patagonia, Yvon Chouinard, moi j'adore. Bon, je suis pas la seule, hein, je suis très, très fan. Et donc, il y a l'épisode avec Yvon Chouinard qui est cool, hyper intéressant, hyper inspirant. Et moi, j'ai été bluffée par la nana qui a créé Canva. Mélanie quelque chose, pardon, son nom m'échappe, à 19 ans. La meuf à 19 ans, créé Canva, quoi. Donc Canva, je trouve que c'est un outil, par exemple, comment on faisait avant. C'est le genre d'outil où tu te dis, mais que je me rappelle même pas comment on faisait avant, tellement ça a révolutionné les outils. Donc voilà, moi je suis plutôt sur je suis très podcast, donc c'est plutôt les podcasts que je vais écouter un peu non-stop, et c'est comme ça que je m'inspire plus que par d'autres choses. Les livres, moi, c'est le côté détendu. Je lis des livres et je m'endors dessus et je veux surtout me détendre. Donc, si je commence à lire un livre, je pense, d'entrepreneur et sex story, je vais être un peu en tension, en mode il faut que je prenne des notes et que ça que ça processe. Donc voilà, moi, c'est plutôt la partie audio que j'affectionne en particulier. La fondatrice de Canva, c'est Mélanie Perkins. C'est vrai que c'est une success story qui est très, très impressionnante. Alors, pour les gens qui aimeraient finalement apprendre des échecs des autres, en France, on a Planté, qui est un podcast qui est produit par une société de production qui s'appelle Feuille Blanche. Et c'est assez génial parce que c'est en 15-20 minutes des chefs d'entreprise qui expliquent quels sont les ressorts de leur échec et surtout comment est-ce qu'ils ont rebondi ensuite, parce que l'échec, en fait, c'est juste une étape vers le succès. Donc voilà, on a aussi notre petit équivalent de grande qualité en France. Pour terminer, Élise, qu'est-ce que tu sais avec certitude? Voilà. Qu'est-ce que je sais avec certitude? Que là, comme ça, alors là, ce que je sais avec certitude, c'est que je vais passer ma vie à essayer de rendre les gens heureux et à leur faire passer un bon moment, et c'est ça que enfin voilà, je sais que ça, en fait. Après les moyens, on verra, ça évoluera sûrement, mais c'est un peu mon objectif de vie. Merci beaucoup, Élise Gouchon, fondatrice et dirigeante de Destination Off-Road, mais aussi proud member de la team Pas de regret. Voici les 5 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, tout est possible à partir du moment où on se donne les moyens et où on travaille fort. Le deuxième, follow your guts, suivez votre intuition. Elle vous fera rarement prendre le mauvais chemin. Le troisième point, fake it until you make it. Il faut parfois simuler le succès pour le provoquer. Le quatrième point, et on l'a déjà dit ici, mais c'est essentiel, entourez-vous de personnes plus compétentes que vous. Et enfin, le dernier point, se lancer, c'est comme avoir un enfant et il n'y a pas de bon moment. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.